Bonjour à tous et bienvenue pour ce DeFi France 7. Super content de vous retrouver. Donc, si vous l'avez raté, le DeFi France 6, c'était à ICC et c'est vraiment un super moment pour. On a fait un peu le tour de la DeFi, donc c'est un bon contenu à partager avec vos potes. On vous laissera regarder ça. Mais ce soir, on se retrouve pour une discussion qui est vraiment attendue depuis longtemps, puisque c'est quasiment un sujet qui tombe systématiquement, quel que soit le sujet du soir, d'une manière ou d'une autre. C'est la question du risque. Et c'était quelque chose qui mijotait depuis longtemps. Et je voulais vraiment faire un panel très équilibré pour approcher ça d'une manière bien structurée. Et du coup, je suis vraiment ravi avec le panel qu'on a ce soir, parce que c'est à peu près exactement ce que j'avais en tête dans les situations idéales. Pour commencer, on a Jimmy Zaragoza. Jimmy, il bosse à Consensus et notamment Consensus dans cette discussion, c'est ce qui va nous intéresser, entre autres, c'est toute leur initiative avec Codify. Donc, ce sont eux qui font le DeFi Score pour ceux qui ont vu le DeFi Score tourner sur Twitter ou autre. Donc après, on a Marc, que vous connaissez tous déjà très bien, donc je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de beaucoup d'intro. Mais au cas où, Marc, il travaille chez AV, qui est donc un protocole de prêt décentralisé. Et donc, bien sûr, là-bas, il y a aussi des questions de risque et de comment on le communique, comment on le mesure et comment on informe les utilisateurs là-dessus. Après, à leur côté, on a Clément de Cléros. Donc, vous connaissez sans doute probablement bien Cléros, mais il vous en parlera plus. Mais donc, je voulais Cléros dans cette discussion parce que je pense que c'est très intéressant d'avoir quelqu'un qui est plus dans en fait, soit dans l'avant, soit dans l'après, j'ai envie de dire. Donc, soit dans des mécanismes qui permettent un peu d'éviter ou d'anticiper, soit dans des mécanismes qui permettent plutôt de résoudre des conflits ou des situations qui sont en fait déjà où le risque s'est manifesté. Et enfin, dans une autre perspective toujours, on a Marwan qui lui travaille sur Unslashed. Donc là, vous avez probablement un peu moins entendu parler d'Unslashed parce que ça reste encore un peu en build mode pour l'instant, disons. Mais pour vous donner un peu de contexte, on pourrait le mettre aux côtés d'un truc comme peut-être Opin. Bon, après, Marwan, corrige-moi, je t'en prie. Mais voilà, pour vous référencer, ça vous permettra en fait d'avoir des options et de vous protéger de diverses façons sur vos Ethers. Donc, je pense avec ces quatre personnes et ces quatre compagnies, on a vraiment une perspective super équilibrée. Et j'ai vraiment hâte de voir où ça va aller. Donc, je vous laisse entre les bonnes mains de Marc qui va guider cette discussion. Et je vous dis à très bientôt. Merci Brice. Est-ce que vous voulez qu'on commence par les sujets qui fâchent? Puisque si on parle de DeFi and Risk, j'aimerais bien avoir votre avis sur ce qui s'est passé très récemment sur le double hack, puisqu'il y a eu une vulnérabilité qui a été trouvée sur le IMBTC et qui a amené à récupérer de la liquidité sur Uniswap, puis récupérer quasiment toute la liquidité du marché d'eForce et la plateforme NetF.me, qui est une plateforme chinoise qui représentait 25 millions de dollars. Est-ce que vous avez des réactions un peu à ça? Est-ce que vous voulez avoir un avis là-dessus? Ma compréhension, n'étant pas expert technique, c'est que ce n'est pas forcément une vulnérabilité d'un token, mais une mauvaise gestion d'un ERC 777 par ces protocoles qui permet de faire de la re-entrancy. Donc, c'est plutôt, ça va amener les protocoles à essayer de monter en sécurité, de mieux gérer ce type de token, mais aussi de préférer la simplicité, peut-être de n'accepter que le ERC20 dans le futur, et d'être beaucoup plus dur sur les conditions d'entrée de nouveaux tokens sur leur protocole. Et CodeFight, vous, ce que vous faites, c'est que vous donnez des scores aux plateformes. Il se trouve que dans ce cas-là, cette plateforme asiatique n'avait pas de score. C'est parce qu'elle était trop récente? C'est parce qu'elle était sous votre radar? Oui, exactement. Elles mettent un certain temps à être entrées dans le DeFi Score parce qu'il faut avoir toutes les informations et celle-là était tellement, on va dire, récente. Il y avait quand même un certain volume dessus. On peut penser qu'elle aurait déjà dû être là. Mais si on se met à faire la veille de toutes les copies, de toutes les forks, de tous les scams, ça va demander beaucoup d'efforts pour peu de valeur ajoutée. Mais c'est vrai qu'elle aurait déjà dû être là. Elle aurait eu un très bas score d'un point de vue centralisation, etc.
Mais que ce soit le DeFi Score ou le nouveau produit DeFi Inspect, qui va donner des informations sur les audits, la centralisation, les clés d'administration, etc. On a ouvert le repo GitHub pour ça, donc tout le monde peut faire une PR et rajouter les nouveaux protocoles. Ensuite, on vérifiera les informations, mais ça peut être ajouté directement. Mais en effet, une nouvelle plateforme, si elle surgit, au bout de 3 semaines, elle se fait hacker. Il faut simplement demander aux gens d'être plus prudents et peut-être pas mettre toutes leurs économies dans une copie chinoise de Compound qui existe depuis quelques mois. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, et pour rebondir à ce que tu viens de dire, c'est qu'au final, la plupart des plateformes, voire toutes qui se font hacker récemment, elles n'ont pas été auditées ou alors elles ont été auditées de manière un peu, comment dire, un peu légère. Et je voulais te poser la question à toi, Clément. Qu'est-ce que tu penses actuellement du marché des audits? Parce qu'on sait que c'est un très gros budget pour les plateformes DeFi qui n'est pas forcément offert à tout le monde. Et quand on voit que les plus gros acteurs comme Consensus, puisqu'il y a la branche Diligence, OpenZeppelin, Trail of Bits, qui sont un peu les 3 plus gros acteurs de l'écosystème, tout le monde ne peut pas forcément le payer en tant que nouveau projet, surtout si on n'est pas encore dans un revenu ou qu'on n'a pas fait de levée de fonds. Est-ce que tu ne penses pas que… Quel est ton avis là-dessus? Alors oui, les prix des audits sont effectivement, je dirais, trop élevés en ce moment. Il y a deux éléments qui peuvent être parfois pas forcément interchangeables, mais qui servent le même but, qui est de trouver des vulnérabilités avant que des hackers les trouvent, qui sont soit les audits, soit les bug bounty. Et tout le monde parle des audits, et les audits ne donnent pas qu'une sécurité, mais donnent aussi une sorte d'image. Elles servent à la communication. Et il y a tout un marché de réputation, ce qui fait qu'on est sur un marché qui n'est pas fluide. On n'est pas du monopole, mais on est dans des systèmes un peu d'oligopole, des auditeurs qui ont des bonnes réputations. Sur les bug bounty, par contre, si on veut mettre un contrat et diminuer le risque qu'il soit hacké par un hacker malicieux, c'est très efficace. Et j'ai l'impression qu'il y a pour l'instant il y a presque de l'arbitrage à faire entre les bug bounty et les audits. Je dirais que $1000 dépensés en audit va être moins efficace que $1000 dépensés en bug bounty, sachant que les $1000 dépensés en bug bounty, on va en mettre plus. On va peut-être mettre $10 000 en jeu et peut-être qu'une fois sur 10, on va payer une bug bounty. Donc, effectivement, en payant des bug bounty, on a un peu plus de variance. Mais je pense qu'actuellement, il y a un peu d'arbitrage à faire sur les bug bounty et les audits. Et après, il faut une maturation de l'écosystème en ayant un écosystème d'auditeurs plus compétitif, on va dire. Est-ce que tu ne penses pas que, par exemple, quand je me souviens bien de la période 2017, n'importe qui savait écrire 3 lignes de code de Solidity et qui savait publier un ERC20, il pouvait se faire payer $120 000 ou $150 000 par une ICO qui avait levé de toute façon 10 millions et se prétendre développeur Ethereum. Est-ce que tu ne penses pas que le marché va tout simplement évoluer et que dans 2 ans, un audit, ça coûtera 1/10 du prix? Oh, je ne pense pas qu'on va aller descendre en dessous Peut-être pas un d'un dixième, dixième. Mais il y a deux effets qui peuvent se faire. Il y a à la fois plus de concurrence qui peut arriver, qui peut faire baisser le prix des audits, mais il y a aussi la possibilité d'avoir des grandes firmes d'audit avec une réputation encore plus ancrée et donc qui peuvent se permettre de charger des frais supplémentaires par rapport à la valeur ajoutée en sécurité parce qu'ils ajoutent une valeur en termes de communication. Donc il y a ces deux effets qui, je ne sais pas lequel va prendre le pas sur l'autre. En fait, c'est comme les audits financiers à la fin. Ça revient un peu à ça. Un peu la même logique, c'est qu'on prend en fait un des Big Four juste pour acheter une marque, pour rassurer des investisseurs potentiels, pour rassurer un public, pour leur dire voilà, on a cette marque-là, on a ce tampon. Mais la valeur ajoutée réelle, elle reste encore à déterminer. Et moi, je dirais souvent les audits, c'est le préventif. C'est qu'on va éviter le hack, on va éviter la vulnérabilité puisqu'on la trouve avant de publier le code. Mais il y a aussi le défensif ou l'après-hack. Et ça, c'est plus ce que je penserais plutôt au domaine de l'assurance. Et
Toi, par exemple, sur Unslash, c'est quoi la différence de ton produit, par exemple, avec des options comme Opin ou une assurance comme Nexus Mutual? Ok. Alors en fait, bon, je vais reprendre déjà un peu ce qu'a dit Brice au départ. On ne fait pas des options. Euh, euh, des options, c'est des options. C'est un produit financier qui fonctionne d'une certaine manière. Enfin, voilà, les gens peuvent faire leurs recherches pour voir un peu comment fonctionne un call, un put. Euh, Nexus, en fait, c'est vraiment une mutuelle. Donc, en fait, c'est un principe qui ressemble à l'assurance, mais où les gens se mettent d'accord sur le fait qu'ils vont partager le risque. C'est-à-dire que s'il y a un hack qui est trop gros, à un certain moment, la protection ne marche plus. S'il y a trop de smart contracts qui se font hacker au même moment, la protection là aussi ne marche plus. L'approche qu'on a avec Unslash, c'est vraiment en fait de l'assurance pure et dure. Mais c'est une assurance où on dit que n'importe qui peut agir en tant qu'assureur. Donc n'importe qui en fait peut collatéraliser le risque, d'une part. Et l'objectif en fait des gens, ce serait d'avoir un portefeuille de risques diversifié. Donc en fait, la possibilité de choisir un certain nombre de smart contracts d'une part pour collatéraliser leurs risques. Et puis on peut aussi penser à d'autres types de risques qu'on peut collatéraliser. Ça peut être en fait des risques liés je ne sais pas, à des oracles, des risques liés au CDP, par exemple, quand on a vu l'histoire de la liquidation des CDP à 0 $ sur Mega. Donc voilà, en fait, il y a toute une panoplie de risques qui peuvent être protégés. Et notre focus, en fait, c'est de dire comment est-ce qu'on peut en fait permettre aux gens, enfin aux plateformes d'une part d'être protégées et aux gens en fait de se créer cette basket de risques et de collatéraliser le risque de plateformes où ils sentent que enfin, ils seraient contents de toucher un premium pour être le provider de cette protection. Donc, tu es en train de dire que la liquidation à zéro aurait été couverte par Unslashed. Par exemple, oui, tout à fait. En fait, c'est typiquement le genre de risque en fait, qu'on adorerait pouvoir couvrir. Donc, pour résumer, en fait, les options, c'est des options, la mutuelle, c'est mutuelle, et l'assurance, en fait, c'est vraiment un produit à part. Et comme on est dans un environnement où c'est très difficile euh, d'évaluer les risques, on commence en fait avec cette approche qui est de dire que tous les risques seront collatéralisés et après on va évoluer vers un autre modèle qui est un modèle qui ressemble un peu plus au modèle traditionnel de l'assurance. Sur la... Au final, il faut se poser la question de toute façon, comme je le dis souvent en meetup, il n'y a que deux manières de gagner de l'argent, puisque la DeFi et la finance décentralisée, c'est des manières soit d'avoir un revenu passif, soit d'ouvrir une position qui va être dans un sens ou dans l'autre pour augmenter son capital. Et les deux seules manières de gagner de l'argent, c'est soit travailler, soit prendre un risque. Et c'est d'ailleurs le cœur de la discussion. Si on a cet écosystème d'audit, si on a cet écosystème d'assurance ou d'options ou de mutuelle selon la situation, au final, tout ça, ça se reflète dans le prix. Est-ce qu'il n'y a pas de risque dans la DeFi? Est-ce qu'il n'y a que des risques calculés? Est-ce que le jour où le risque devient minimal, les taux d'intérêt le deviendront aussi? Bon, Moi, j'en suis persuadé, par exemple. Moi, je pense qu'aujourd'hui, dans la DeFi, on a des taux à deux chiffres très régulièrement, même si ça s'est calmé par rapport aux premières heures. Et je pense que c'est un signe de maturité que ça soit calmé par rapport aux premières heures. J'ai un exemple concret là-dessus. Sur AV, en fait, qui est notre plateforme de lending, on avait environ 6 millions de dollars qui venaient directement du hacker de lendef.me. Et en fait, ce hacker a décidé, je pense qu'on a un petit peu incité à prendre cette décision de rendre tout l'argent. Et du coup, quand 6 millions de dollars disparaissent de la plateforme, enfin quittent notre plateforme d'un coup, il y a ce qu'on appelle un liquidity crush, donc beaucoup moins de liquidité disponible. Donc les taux ont augmenté, on a eu des taux à deux chiffres pendant quelques heures sur AV. Et ça a duré exactement 6h30. Pourquoi? Parce que les gens ont immédiatement saisi l'opportunité et on a eu un équilibre sur les marchés. Et aujourd'hui, on a des taux qui sont sur les niveaux des autres plateformes. Et je pense qu'on est... Pardon, je vais juste interrompre là-dessus. En fait, c'est qu'il y a ça, il y a cet aspect-là que tu viens de décrire.
qui est, on va dire, la confiance ou la perception du risque qui va main dans la main avec les taux. Mais il y a aussi une notion en fait juste de volatilité en fait. C'est que enfin le jour, j'espère, où on aura un nouveau bull run, on va voir en fait de nouveau des taux à 2 chiffres. Ça va partir dans un autre sens. En fait, là, on est sur un marché en fait où, on va dire, je vais pas dire c'est un marché stable parce que il y a énormément de volatilité, mais on n'a pas en fait on n'a pas encore de gros mouvements vers le haut. Un mouvement où on fait 1 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6 sur une période assez courte, ça risque en fait d'avoir une grosse influence en fait sur les taux. C'est en fait tout le monde va vouloir avoir du stablecoin entre les mains pour pouvoir acheter encore plus d'aide, pour pouvoir acheter encore plus d'assets. Et ça c'est un driver. En fait, c'est vraiment, il y a le côté risque, mais il y a aussi le côté juste offre et demande qui est la base du fonctionnement de AV, par exemple. Ouais, je suis complètement d'accord. C'est peut-être hors sujet, mais quelle a été votre réaction, même s'il n'y en avait pas à avoir, chez AV, de voir que le hacker déposait ses fonds chez vous? Eh ben, alors, voilà, je m'en fous, on parle en français, donc je peux dire ce que je veux, ils ne Ouais. comprendront pas. Moi, ma réaction personnelle, c'est que, merci de cette preuve de confiance, monsieur le hacker, parce que je pense qu'il a compris qu'on est complètement décentralisé et permissionless. Donc, un utilisateur, c'est un utilisateur, et ça, c'est très important parce que ça fait partie des valeurs fondamentales de la finance décentralisée. C'est-à-dire que qui que tu sois, si tu as le droit d'interagir avec le protocole selon les mêmes règles définies par le protocole. Et en fait, pour moi, c'est vraiment une pente, c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter de limiter les acteurs qui seraient mauvais, entre guillemets, parce que où est-ce qu'on fixe les limites? Et en fait, si on commence à avoir ne serait-ce que la possibilité de stopper certains acteurs, en fait, on ouvre la possibilité à stopper un groupe de plus en plus large d'acteurs et on se retrouve dans la finance centralisée. Pour moi aussi, c'est un signal qu'ils pensent que la plateforme est hyper sécure. C'est-à-dire, C'est aussi ça. ils venaient de s'enrichir de beaucoup d'un seul. Oui, Et mais quand on voit qu'il était un petit peu noob sur certains aspects et que ça l'a obligé de rendre l'argent, ouais. ça réduit cette réputation. Mais est-ce que le but était vraiment d'utiliser la plateforme pour avoir de l'intérêt ou plutôt essayer de brouiller un peu les flux financiers pour que les assets qu'il récupère ne puissent pas être directement liés à son activité et donc être bloqués par les plateformes centralisées s'il voudrait cash out? Parce qu'il y a des outils, hein, il y a du Tornado Cash par exemple, qui a priori actuellement ne permet pas de connaître l'identité des personnes, mais se repose quand même sur le fonctionnement honnête des fondateurs. Donc, normalement, ils peuvent voler l'argent, mais ils ne peuvent pas savoir qui a mis l'argent. Ça aurait été plus efficace pour le hacker d'utiliser ce genre de technique, hein, de Tornado Cash pour éviter le tracing. Mais je n'ai pas l'impression que pour le moment, il y ait assez de liquidité dans ces systèmes. Et donc, en essayant de faire un peu n'importe quoi, ça peut être une façon de rendre plus difficile le traçage des flux financiers. Sachant qu'il y a des entreprises qui travaillent là-dessus, qui travaillent pour les gouvernements pour tracer des flux et faire une sorte de KYC de la chaîne. Moi, je pense que ça se développera à l'avenir, c'est-à-dire que les solutions Tornado Cash sont une bonne manière pour ce type d'acteurs de nettoyer les fonds, entre guillemets. Mais aujourd'hui, comme tu l'as dit, les volumes, les volumes, c'est quelques milliers de dollars. Et donc, on nettoie pas du tout, on mixe pas du tout 25 millions aujourd'hui sur les plateformes on-chain. Et il est possible que le hacker n'avait pas la sophistication technique de ne serait-ce que connaître ce type de plateforme. Voilà, après le hacker, il a en gros juste, je dis juste parce que c'est quand même pas mal en termes de hacking, mais pris une exploit qui marchait sur Uniswap,
pour la transposer sur une autre plateforme. Donc, le niveau de sophistication du second hacker n'est pas forcément très, très élevé. Il a fallu y penser à connaître cette plateforme, mais en soi, quand on voit ces possibilités de réentrancy et qu'on lit un peu juste lire les audits qui avaient été faits de Uniswap, on peut assez facilement, si on a une connaissance basique en informatique, comprendre comment le hack s'est fait et le répliquer assez facilement. Donc, ce n'est pas forcément un hacker de haut niveau. Et souvent, je pense que les gens ont tendance à avoir une image du hacker qui est un peu fantasmée. Donc voilà, le fameux gars dans son garage avec sa capuche et qui utilise Tor et qui fait attention à tout. Mais les hackers ne sont pas forcément tous ce genre de high profile et high competency. Je pense qu'il y a aussi, si on prend un peu plus de recul, parce que là, on est un petit peu entre DeFi Fight Boys. On est tous un peu habitués au protocole, on sait servir d'Ethereum, on a bien connaissance des risques. Mais d'un point de vue complètement extérieur, quelqu'un qui ne connaît pas forcément la DeFi et on n'entend parler que par des sources un peu externes, il y a eu 8 hacks sur les 3 derniers mois, enfin sur les 6 derniers mois. Et DAO, les gens s'attendaient à perdre 13% de leur collatéral en liquidation penalty, et au final, ils ont perdu 100% de leur collatéral. Et a priori, ce qui a créé du débat, c'est que la manière de présenter le risque de MakerDAO ne présentait pas ça comme une option, comme une possibilité, qu'on pouvait tout perdre. Pareil sur d'autres hacks, quand on dépose des fonds sur Lend.me, on ne s'attend pas à perdre tous ces fonds. Et moi, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, Jimmy, parce que c'est un peu ton domaine. Oui, je suis plutôt d'accord avec ce que tu dis et je vais te faire un peu de pub, donc tu pourras me donner un pourboire après. Mais j'ai adoré ce que vous avez sorti chez AV, qui est un plan qui présente les risques de la plateforme et les méthodes que vous avez utilisées pour évaluer les risques de chacun des assets. Donc, j'ai regardé ça cet après-midi et je trouve ça très intéressant et très rare dans l'écosystème DeFi, c'est-à-dire de présenter les méthodes, les décisions, les paramètres que vous avez pris en compte pour faire entrer des assets dans vos protocoles et pour tout simplement gérer vos contrats. Et là où ça pourrait aller encore plus loin, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais je ne l'ai presque pas vu dans tous les produits DeFi, c'est un plan de continuité, un plan de crise. En cas de hack, voilà ce qu'on ferait. Voilà ce qu'on ferait peut-être avec nos clés d'administration si on est un peu centralisé. Voilà ce qu'on est capable de faire pour minimiser les risques. Voilà ce que vous pouvez faire pour les minimiser. Et en effet, je trouve que les plateformes ne sont pas très ouvertes pour ça. On lâche les gens dans la nature. On pense que tous sont des experts DeFi qui connaissent ces risques. Mais non, on a beaucoup d'amateurs. On en aura beaucoup plus, comme l'a dit Marwan, au prochain Bull Run. Et on n'est pas transparent là-dessus. Donc, il faut trouver le compromis entre ne pas leur faire peur dès qu'ils arrivent sur la page avec un énorme warning, ne mettez pas votre argent ici, et bien les informer. C'est dur à trouver ce compromis, mais pour l'instant, je pense qu'on l'aiguille est plutôt du côté on cache les risques. Et ce n'est pas la meilleure solution. En fait, le problème, c'est que les projets n'ont pas d'intérêt à expliciter leurs risques parce que ça va faire peur aux utilisateurs. Et au final, les projets qui iraient expliciter leurs risques, ça va sûrement être les projets les plus sérieux d'un point de vue de sécurité, mais c'est ceux qui vont du fait faire le plus peur aux utilisateurs et donc qui ont un désavantage dans le marché. Donc, si on avait les projets sérieux qui exposent sérieusement leurs risques, on pourrait se retrouver avec ces projets sérieux qui ne prennent pas, alors que les projets moins sérieux qui ont une politique de dire « mais non, vous inquiétez pas », pourraient acquérir plus de volume ou d'asset under management. Donc, je pense que ce n'est pas un projet en lui-même d'expliciter son risque. Et pour ça, c'est bien d'avoir des systèmes de rating de risque des différents projets. Je suis entièrement d'accord là-dessus. En fait, il faut réussir à expliciter les risques et de l'autre côté,
il y a exactement en fait cette incentive qui est de dire ok, pourquoi est-ce que je vais le faire si les autres ne le font pas. Et l'approche qu'on a eue là-dessus, en fait, c'est de dire, OK, au lieu de communiquer sur un truc négatif, bon, on va faire en fait en sorte de donner les outils au projet pour communiquer sur quelque chose de positif. C'est-à-dire, il peut y avoir un problème, mais tu as une assurance. Voilà, juste au cas où, il y a une assurance. Mais après, pour réussir à faire comprendre à l'utilisateur final dans le détail quel risque, à quel risque il est exposé, c'est un exercice assez difficile pour la plateforme elle-même. Et le fait d'avoir un tiers de confiance, typiquement ce que vous faites, Jimmy, c'est super intéressant en fait. C'est super intéressant et à la limite en fait c'est exactement c'est ce score-là, c'est le score que vous êtes en train de construire qui devrait être directement sur DeFi Pulse sur la première page et qui devrait être affiché pour que les gens en fait sachent à quoi ils ont affaire. Et ça c'est une discussion que j'ai eue aussi avec, on va dire, enfin je vais pas dévoiler le projet, mais grosso modo avec un projet qui s'intègre avec d'autres projets et qui voulaient pas prendre de risques sur leurs intégrations parce qu'ils y voyaient pas clair et donc ils essayaient d'avoir leurs propres outils pour essayer de quantifier les risques. L'exercice est extrêmement difficile. Ce qu'a fait AV, c'est génial. En fait, ça pose un document clair dans lequel on peut voir quelles sont les méthodologies qui sont utilisées, comment le risque est évalué, comment est-ce qu'on choisit les différents assets qu'on rajoute. Et on a besoin de ça en fait au niveau de toutes les plateformes, pas uniquement en fait les plateformes où on dépose l'argent, même celles où l'argent juste transite, c'est-à-dire un exchange aussi, ça peut être un endroit où il y a du risque. On a besoin en fait de pouvoir évaluer le risque pour pouvoir le mitiger par la suite. Et, On a une question assez intéressante dans le chat en réaction. C'est que, est-ce que, en fait, évaluer les risques, c'est le boulot des agences de notation dans la finance traditionnelle. oui. On donne des notes aux actifs financiers de triple A, enfin, c'est assez connu par les gens. Est-ce qu'on n'est pas en train de réinventer ça? Quelque part, oui, mais par faute Et est-ce de… que c'est souhaitable? Parce que les agences de notation ont été très, très critiquées, notamment en 2008 et 2009, pour avoir donné des très bonnes notes à des choses pas forcément superbes. Alors, critiquer, c'est gentil, hein, ils étaient au centre du problème, c'est surtout ça. Honnêtement, en fait, je pense qu'il faut commencer par ça. Après, peut-être voir si on peut avoir des approches un peu plus décentralisées, mais on est obligé de commencer quelque part. C'est un peu… c'est compliqué juste de dire, OK, on est en train de recréer le système financier traditionnel et puis, bouh, c'est pas bien. Et donc, on ne va pas le faire. On n'a pas d'autres outils pour le moment. Donc, on est obligé en fait de rentrer là-dedans. Il y a une expérience qui est d'une trentaine, quarantaine d'années de ces agences de notation. Il y a un certain nombre de bonnes pratiques. On peut s'en inspirer. Enfin, le minimum, c'est de s'en inspirer parce qu'il y a des gens qui travaillent dans le secteur et qui connaissent beaucoup mieux le secteur que nous qui sommes en train d'expérimenter, quoi. À la fin de la journée, ça revient un peu à ça. Donc, pour moi, c'est pas quelque chose de si négatif qu'on pourrait le penser. Ouais. Marwan m'ôte les mots de la bouche. Exactement. Oui, ça ressemble au modèle des agences de notation. Des fois obscures, parce qu'il faut aller vraiment fouiller dans certains protocoles pour avoir des informations. On a ouvert un API pour que ça puisse être intégré partout. Comme j'ai dit, on a ouvert un repo pour que les gens puissent participer au DeFi Score, DeFi Inspect. Mais voilà, on est passé de 0 notation à un premier système centralisé. Comme Compound aujourd'hui essaye de se diriger vers une décentralisation de la gouvernance, Codify est en train d'explorer des façons de décentraliser cette gouvernance, l'entrée. On pourrait penser à des tokens curated registries, on pourrait penser à prendre l'expertise de Kleros là-dessus, bien sûr. Mais si on veut cette parfaite décentralisation dès le début, cette première notation, on l'aura que dans 3 ans. Donc voilà, oui, il faut cette étape intermédiaire. Ce n'est pas parfait. Mais aujourd'hui, on se base sur la réputation de consensus, on va dire assez, tant qu'on reste sur des produits DeFi Ethereum assez neutres entre ces produits,
là-dessus. Mais oui, c'est pas parfait, ça devrait évoluer dans le futur. Alors oui, donc d'un Vas-y, côté, vas-y. on a les tokens curated registry. Par exemple, pour Uniswap, donc c'est la seconde fois en fait qu'il y a dans Uniswap Exchange un token qui est listé, mais qui en fait n'est pas compatible avec le protocole. La première fois, c'était avec le BNB, puisqu'il n'implémentait pas des valeurs de retour nécessaires pour être ERC20, ce qui a fait que les tokens ont été bloqués dans la plateforme. Nous, à Kleros, donc, on a une liste de tokens et sur laquelle on peut certifier que ce token est ERC20. Et donc, cette liste, qui est utilisée pour un front-end d'Uniswap, qui est Uniswap Ninja, elle aurait par exemple protégé du problème de BNB, parce qu'en l'occurrence, BNB n'était pas ERC20, et dans ce cas-là, c'est bon, ça le retire bien. Par contre, pour ce qui s'est passé avec IMBTC, d'un point de vue technique, c'était bien ERC20. Le problème venait que c'était ERC20, ça faisait un truc qui n'est pas très logique, auquel on n'attend pas, qui est inattendu. Mais d'un point de vue, si on lit le standard, c'est complet. Et donc, il aurait aussi été listé sur ce token registry. Donc, la décentralisation, ça peut aider. Donc, effectivement, d'avoir beaucoup de personnes qui vérifient que ces jetons sont bien compliant à un standard, c'est utile. Mais parfois, le problème peut venir des règles. Où là, en l'occurrence, c'est que la règle, c'est on est ERC20, mais en fait, la règle n'était pas suffisante pour Uniswap qui voulait des tokens qui soient ERC20, mais qui en plus ne fassent pas de réentrant-ci. Et l'autre élément qui est à la fois décentralisation, mais surtout mécanisme de marché, ça va être les prediction markets, je pense. Parce qu'avoir des scores défis et des explications des risques, c'est bien. Mais on a deux problèmes. C'est que l'explication des risques, c'est compliqué à comprendre pour l'utilisateur lambda. Les scores, il y a le problème des incentives qui peuvent être mal alignés entre les personnes notant les projets et les personnes utilisant cette information. Par contre, avoir des systèmes de marché prédictif lesquels on va en gros parier sur le fait qu'un contrat soit sécure ou pas, permet donc d'avoir une indication, de dire par exemple ce contrat, le marché prédit qu'il y a 90% de chances qu'il ne soit pas hacké dans l'année prochaine. Et donc ça donne un score qui est très compréhensible pour l'utilisateur. Il y a 10% de chances que tes fonds ils disparaissent entre les deux. Et ça permet aussi à n'importe quelle personne qui pense que ce score est faux, que non, il y a moins de 10% de chances de perdre les fonds, de profiter en tradant sur ce marché. Et dans ce cas-là, il va faire baisser le score à 5% et prendre du bénéfice. Voilà. Et là, on a aussi Marwan. On va pouvoir, je parle des prediction market, mais les assurances vont aussi donner ces idées parce qu'on va pouvoir voir que les assureurs, ils ont tel premium par an avec les mécanismes de marché qui vont être faits sur la plateforme de Marwan. Et donc, à partir de ça, à partir du premium qui est payé par rapport à la valeur qui est couverte, on peut directement en déduire ce que ce marché d'assurance pense sur la probabilité qu'un événement, qu'un hack arrive sur cette plateforme. Et là, on est sur des valeurs qui sont super intéressantes parce que soit on est d'accord avec, et tout le monde, on est d'accord, c'est bien, et soit on n'est pas d'accord avec, et on a la possibilité de profiter en faisant de l'arbitrage pour gagner de l'argent parce qu'on pense que notre estimation du risque est meilleure que l'estimation qui est fournie par le marché actuellement. En fait, c'est ça, en fait, c'est que c'est un indicateur. C'est un point très important, c'est que ça donne une indication de la perception du risque par le marché. Donc, ça ne reflète pas nécessairement une réalité. C'est qu'à un certain moment, on peut découvrir des choses. Je pense que, bien qu'on soit une communauté assez large, je ne pense pas que tout le monde ait le temps ou ait l'énergie d'aller fouiller partout pour essayer de chercher on va dire tous les risques qu'il pourrait y avoir avec un smart contract donné ou tous les types d'attaques pour lesquels il pourrait y avoir une vulnérabilité.
Et donc, le résultat, en fait, c'est qu'on va avoir juste des indicateurs et sans avoir vraiment une donnée de marché cohérente. Et c'est l'état actuel des choses. Hein. C'est l'état actuel des choses. Et je pense, je reviens toujours à la même chose, c'est qu'en fait, il faut avoir un système qui permette d'avoir de la visibilité d'une manière un peu plus neutre par rapport à ça. Et les systèmes de prediction markets ou le système d'assurance avec le prix du premium qui va varier d'un smart contract à un autre, d'une application à une autre, ça vient en complément, comme un signal en fait. Hein, en réalité, c'est un signal qui permet de dire, OK, effectivement, ce risque-là, il est faible, ou ce risque-là, en fait, moi, je considère que voilà, il vaut le coup, il vaut le coup d'être collatéralisé, ou plutôt qu'il ne vaut pas du tout le coup d'être collatéralisé. Et donc, je m'en éloigne le plus possible. Un autre avantage de ces systèmes, c'est que la fondation ou la compagnie derrière un protocole, elle va pouvoir mettre l'argent derrière sa parole et collatéraliser une assurance, un prediction market, en disant je suis certain, j'ai fait mes audits, j'ai fait mon bug bounty, que je suis sûr, donc je mets tout cet argent derrière. Ça veut dire que vous serez remboursé, il y a beaucoup de collatéral derrière si je suis hacké, et on peut, comme ça, si on a les moyens de le faire monter la confiance en sa plateforme en mettant l'argent sur le tapis. Exactement. Exactement. Je pense que ça ressoulève encore une fois un point important, c'est que tout le monde n'a pas fait une ICO en 2017 et levé des dizaines de millions de dollars. Tout le monde n'a pas la plus grande entreprise crypto et la plus grande entreprise Ethereum, pour ne citer personne, derrière soi. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas les moyens de se payer un audit, quand on n'a pas les moyens de mettre 10 000, 100 000 Ethers dans un smart contract pour protéger, mais qu'on a envie quand même de se lancer? Parce que la proposition de valeur d'Ethereum à la base, c'était vous allez pouvoir proposer depuis chez vous, si vous savez coder, des produits, des services financiers, et il y aura plus de concurrence, et du coup, le consommateur final, l'utilisateur final, il gagne. Mais si au final, il faut être une super structure et avoir des dizaines de millions de dollars, bah, la CeFi, tu n'as pas toute cette couche technique. Hein. C'est plus simple. J'ai une réponse un peu plus business à apporter là-dessus. C'est le fait d'avoir des plateformes qui ont un token natif. Ça permet en fait de mobiliser une communauté. Ça permet en fait d'avoir une force de frappe que même des grosses boîtes ne pourront pas nécessairement avoir. C'est le fait d'avoir une communauté en dizaines de milliers de holders, entre guillemets, c'est une force en fait. C'est une force, et ça peut être un palliatif au manque de cash. Donc ça, en fait, c'est plus le côté assurance. Pour la partie audit, honnêtement, j'ai pas vraiment de réponse à t'apporter là-dessus. C'est juste, c'est aussi un problème à un certain moment. En gros, en fait, c'est tu achètes une marque. Donc, quand tu achètes une marque, le jeu, c'est d'acheter une marque, ceux qui détiennent la marque en profitent et facturent des frais hyper élevés. Et puis voilà, les choses sont comme ça. Enfin, moi, je vois pas en fait de solution, on va dire, simple ou facile au problème du coût de l'audit. C'est une excellente question. Il y a très peu de solutions, en effet. On peut penser juste, si on n'a pas d'argent, il va falloir y aller plus doucement. Ton protocole, peut-être quand il passera sur le mainnet, tu vas mettre un hard cap. Il ne peut pas y avoir plus de 200 000 dollars dessus. Une fois qu'il a survécu 2 mois avec 200 000 dollars, tu mets un peu plus. Peut-être qu'avec les frais intégrés, tu vas pouvoir te payer ton premier audit, pas terrible. Ensuite, tu montes le hard cap, un deuxième. Ce n'est pas une excellente réponse, mais c'est une alternative que je vois. Et oui, tu pars avec un désavantage par rapport à si tu avais les fonds pour te payer les meilleurs audits dès le début. C'est très dur comme question. On a une réaction dans le chat. C'est exactement ce que fait JellySwap. Pour situer un peu, JellySwap, eux, ils font des atomic swaps entre Bitcoin et Ethereum. Donc, on peut envoyer des Bitcoins et swapper de manière complètement décentralisée du Bitcoin contre de l'Ether ou du DAI. Je crois qu'il y a un troisième token aussi. Et eux, en fait, ils n'ont pas de sous. Et je dis ils, mais je pense que c'est un seul développeur en vrai.
Et du coup, ils ont, ils ont mis, ils ont mis un cap sur le montant maximum qu'on puisse faire. Et effectivement, moi, je vais faire ma propre pub un peu. On a un écosystème Grant chez AV. Donc, on finance, donc on ne peut pas financer des audits à plusieurs dizaines de milliers de dollars, mais on finance un petit peu les projets qui démarrent, histoire qu'ils aient le pied à l'étrier. Et il y a aussi pas mal d'initiatives comme chez Consensus Gitcoin Grants qui permettent d'avoir du financement un peu participatif et des donations sur les projets qui démarrent. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très difficile de commencer. Je pense que c'est plus difficile de commencer sur Ethereum en 2020 qu'en 2017. Bien que les outils soient beaucoup plus présents, il y a beaucoup plus de choses à faire, il y a plus d'utilisateurs, mais c'est plus difficile de lancer un projet. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que c'est plus dur de commencer en 2020 qu'en 2017? Alors, honnêtement, pour avoir fait le tour, enfin, par curiosité, hein, pour voir un peu comment fonctionnait une ICO, comment les projets étaient structurés, etc., j'aurais tendance à te dire que voilà, enfin, le coup que j'avais eu à un certain moment en discutant avec des gars qui avaient monté leur ICO en 2017, point de départ, en fait, c'était à peu près 1,5 million, 2 millions juste pour pouvoir faire ton ICO. Donc, en fait, tu étais obligé en fait d'avancer de l'argent juste pour pouvoir lever des fonds et derrière développer ton projet. Bon, le résultat, en fait, on le connaît. Ça n'a pas été non plus génial. En termes de code, en fait, c'est beaucoup plus accessible. C'est-à-dire, en 2017, quand tu cherches à apprendre Solidity et que tu n'y connais rien, le nombre de ressources, en fait, est extrêmement limité. Donc, d'un point de vue dev, en fait, c'est beaucoup plus accessible. D'un point de vue projet DeFi, il y a toujours des barrières à l'entrée. Enfin, on n'est pas encore arrivé au système qui est entièrement ouvert où n'importe qui peut arriver et développer un produit financier qui est complètement accessible par tout le monde, n'importe où, etc. Mais on s'en approche. Enfin, j'ai l'impression qu'on s'en approche. Enfin, j'aurais tendance en fait à te dire, ouais, 2017, c'était quand même, il y avait d'autres types de barrières à l'entrée. Hein. C'est pas, on n'est plus dans les mêmes problématiques, c'est un peu différent. Clément, toi qui as bien connu cette période et qui a fait une ICO non pas en 2017 mais en 2018, si je ne dis pas de bêtises, quel est ton avis là-dessus? Alors, je pense qu'en 2017, c'était effectivement beaucoup plus facile de commencer un projet hein, parce que on avait des afflux de personnes dans l'écosystème crypto et d'investisseurs. Hein. Et il y a toujours un délai entre les investisseurs et les projets parce que c'est beaucoup plus rapide d'arriver et de se dire ah, je veux investir que de créer un projet qui va jusqu'à la phase où il va lever des fonds. Et donc en 2017, c'était très facile. Hein. On a vu des projets qui étaient un peu, enfin, voilà, carrément n'importe quoi, qui levaient des sommes faramineuses. Maintenant, en 2020, je dirais que le marché est un peu plus rationnel. Maintenant, il faut être capable de montrer des pattes blanches, de montrer des preuves avant de lever des sommes élevées. Et ça va du fait augmenter la quantité, enfin, le pourcentage de projets qui soient plus sérieux que les projets qu'on a vus en 2017. Niveau tooling, en effet, il y a une amélioration des outils. Niveau smart contract, pas forcément tant que ça. Hein. Parce que en 2017, ils ont fait pas mal de librairies quand même. Il y a beaucoup de standardisation. alors il y a des librairies, les librairies pour des choses comme SafeMat ou des librairies de jetons. Ça, en effet, ça va être utile. Hein. On va pouvoir assez facilement créer un token sans coder. Mais si on veut faire un projet et que le simple fait de créer un token, c'est quelque chose qui est déjà trop dur pour toi, ben, tu peux pas, si tu as besoin d'une librairie pour faire ton token, jamais tu vas réussir à faire une app DeFi. Donc, même si monter le premier barreau, il est plus simple, à la fin, il faut monter l'échelle et les barreaux d'après, ils ne sont pas plus simples. Moi, je trouve qu'au final, effectivement, c'est plus dur de lancer un projet en 2020 qu'en 2017.
puisque c'est entre guillemets moins facile de lever 10 millions de dollars sur un token qui n'a pas forcément de valeur intrinsèque, comme ça c'est beaucoup passé il y a quelques années. Mais par contre, je trouve que les chemins de financement entre guillemets traditionnels ont pris le relais. Aujourd'hui, il y a pas mal de VC spécialisés blockchain qui ont pas mal de fonds. Nous, on est un peu une exception dans l'écosystème, mais il y a beaucoup de VC dans la DeFi aujourd'hui, chez MakerDAO, chez Compound, chez DYDX, etc. Et donc, je ne pense pas que les chemins de financement se soient coupés. D'ailleurs, toi, Clément, tu as fait une ICO très récemment qui a plutôt pas mal marché. Et, et en plus, on est au niveau du risque, puisque c'est la discussion de ce soir, on a moins de projets d'une qualité moindre qu'avant. J'ajouterais à ça, dans les arguments qui disent que c'est plus facile aujourd'hui, la composabilité. On n'est pas tous obligés de créer un produit DeFi qui sera un protocole de layer 1, layer 2. Il y a des gens qui lancent des produits très intéressants qui seront quasiment des fontaines pour pouvoir consulter ton portefeuille DeFi dans plusieurs projets, ou qui peuvent profiter des monnaies Lego des autres projets pour faire simplement un smart contract proxy et venir se brancher à ça et composer deux produits ensemble qui n'ont pas été composés et apporter beaucoup de valeur ajoutée avec moins d'efforts techniques, ce qui n'était pas du tout possible en 2017, je pense. Donc ça, c'est un argument qui va dans le panier de c'est un peu plus facile sur certains aspects. Moi, je suis parfaitement d'accord avec toi sur ce point. Et je pense que le meilleur exemple de ça dans la DeFi, c'est DeFi Saver, qui en fait font de l'automatisation et de la protection de CDP sur MakerDAO. Et en fait, ils utilisent les clones de AV. Donc, on est dans la pure composabilité puisqu'on construit sur un protocole qui est MakerDAO, mais on utilise les features d'un autre protocole qui est AV pour offrir un service tiers à des utilisateurs. Et en fait, ça a eu une importance assez capitale puisque dans le Black Thursday, ils ont empêché la liquidation de l'équivalent de 4 millions de dollars de CDP sur MakerDAO qui aurait rendu le Black Thursday 2 fois plus grave que ce qu'il a été, alors que c'était déjà une situation assez complexe. Et tout ça, quand on regarde d'un point de vue complètement technique, c'est beaucoup plus facile et ça demande beaucoup moins de développeurs, ça demande beaucoup moins d'investissement de créer DeFi Saver que de créer MakerDAO ou de créer AV. Et DeFi Saver, eux, ils ne s'en cachent pas. Ils font des fees pour leurs services. On paye quelques fractions de pourcents de chaque action qui est faite sur le protocole. Et ils ont reçu des grants de AV et d'autres acteurs de l'écosystème. J'ai l'impression que c'est un projet qui marche bien aujourd'hui avec une petite équipe et qui a réussi à trouver sa place. Peut-être que c'est ça. Peut-être qu'il va y avoir une nouvelle vague de layer 2 sur les acteurs qui existent déjà aujourd'hui. Et on n'a pas forcément besoin de lancer un projet à 100 millions de dollars aujourd'hui. Exactement. Moi, je leur ai déjà donné beaucoup d'argent pour le Black Thursday à DeFi Saver. Donc, je sais qu'ils se font un petit peu d'argent, ce qui est encore rare dans la DeFi. Il nous reste 5-10 minutes. Est-ce que je pense que c'est le bon moment pour des questions? Je pense qu'on est 32 dans la salle et que c'est verrouillé, donc ça doit être relativement safe. Donc n'hésitez pas à unmute. Ou à poser dans le chat. Ou à poser dans le chat. Je veux bien me lancer. J'ai posé quelques questions dans le chat qui, au fur et à mesure de la présentation. La première pour Marc, tu disais le moyen de se faire de l'argent dans le DeFi. Tu ne le voyais que d'un point de vue utilisateur et tu ne parlais pas des oracles. Est-ce que les oracles, ce n'est pas justement le moyen le plus professionnel quelque part ou rentable de faire du business dans le DeFi? Alors, moi, je vais répondre en tant que client d'un oracle, puisqu'on est client de Chainlink, qui est une solution d'oracle décentralisée assez connue, qui a une grosse communauté dans l'écosystème. Et donc, effectivement, nous, on paye Chainlink pour chacun de nos price feeds. On en a 17, puisqu'on liste 17 tokens sur AV. Et donc, on paye une certaine somme tous les mois aux gens qui apportent les données de prix sur le système Chainlink. Et donc, effectivement, Chainlink, eux, que AV s'écroule,
si ce n'est pas dû à un problème d'Oracle, ce n'est pas leur problème, puisqu'ils n'ont pas d'implication directe. Après, si c'est un problème d'Oracle, ça sera plus difficile pour leur réputation, mais a priori, ils ont survécu au Blue Thursday, c'est plutôt pas mal. Donc oui, effectivement, c'est plus agnostique de monter un Oracle. Peut-être que ça explique en partie le succès de Chainlink là-dessus, mais je pense qu'il y aura beaucoup de concurrence sur ce marché. Il y a de nouveaux acteurs qui émergent. Trelor commence à faire du bruit, Band Protocol. J'en parle de manière assez neutre parce que j'ai eu très peu de temps de me pencher dessus. Donc, je n'ai pas d'avis sur la question. Ou Razor Network ou Witnet, comme dit sur le chat. Donc, effectivement, c'est moins risqué comme business model, mais je pense que ce sera un marché très, très concurrentiel. Je pose une deuxième question, si personne veut se lancer. On parlait, donc je reprends les questions que j'ai posées dans le chat. On parlait justement de la gestion du risque des outils, des smart contracts, des protocoles. Et ce que vous suggériez, c'était de limiter les protocoles dans le démarrage, en tout cas de ces protocoles, pour limiter l'exposition des utilisateurs. C'est justement en plus le thème de ce soir. Est-ce que ce n'est pas aux utilisateurs ou à la communauté des utilisateurs d'évaluer ce risque et de conseiller ou pas la quantité d'argent à mettre dans ces protocoles? Si ça ne vous dérange pas, je vais prendre cette question parce qu'en fait, j'ai assisté à un truc assez hallucinant récemment. Il y a un protocole qui a été lancé qui s'appelle FutureSwap, qui est super. Hein. Ça vient de démarrer, ça a l'air super sympa. Et en fait, les investisseurs de ce protocole, okay, je vais donner des éléments de contexte quand même. Le protocole en question, il est en alpha. Les smart contracts n'ont pas été audités, il n'y a rien qui est open source et ça vient d'être lancé sur la mainnet. Les investisseurs de ce protocole, en fait, étaient partout dans tous les groupes en train de dire aux gens qu'il faut y aller, qu'il faut l'utiliser, que c'est en train de faire des chiffres de malade, etc., etc. Et ça, en fait, c'est un problème justement de la communauté. C'est quand tu as en fait des gens qui sont positionnés, qui sont des VC, qui ont un certain following sur les réseaux sociaux et qui sont positionnés comme étant des leaders d'opinion qui viennent et qui commencent à avoir ce genre d'attitude. Ça veut dire c'est difficile de demander au reste des gens de juste évaluer le risque par eux-mêmes et faire un choix par rapport à combien est-ce que je vais mettre dans un protocole. Donc, c'est pas aussi évident que ça. Hein. Laisser le choix aux gens, c'est pas aussi évident que ça. Ouais. Mais du coup, je pense que les gens sont adultes, mais qu'avoir des initiatives comme CodeFi qui permettent d'avoir un choix raisonné sur la base d'informations accessibles et documentées, ça aide. Il y a un problème que tu disais, Marwan. Les VC qui parlent, qui proposent des choses, n'ont pas à rendre des comptes ou à assumer les… Du tout. En fait, c'est que tu vas avoir des VC, tu vas avoir en fait des gens qui sont payés pour faire de la publicité. À la fin, en fait, tu as une DApp qui a 3 jours et pour laquelle tu as une armée qui est en train de faire de la pub partout. Donc, au bout d'un moment, en fait, tu te dis, OK, je vais tester moi aussi. Mais je vais tester avec combien? Vu que tout le monde en parle en bien, voilà, pourquoi je ne mettrais pas 10, 15, 20 000 balles là-dedans? Et comme on l'a dit auparavant, le seul moyen de pallier à ça, ce serait que le VC signe une transaction et nous montre, voilà, j'ai mis ça dans le collatéral de l'assurance, ça sur le marché de prédiction, je suis certain que mon protocole est sûr. Là, on peut dire qu'il a au moins un peu d'argent en jeu, sinon c'est de la parole en l'air. Ouais, ça c'est une façon en fait de mettre son argent sur la table également. Ouais, tout à fait. Mais n'empêche, en fait, l'attitude en entier, elle ne devrait pas avoir lieu. Quoi. C'est juste. Moi, ça m'a fait péter un plomb. Et, le VC, en l'occurrence, en fait, c'est un VC assez connu européen. Donc voilà. Mais évidemment, je pense que c'est. Évidemment, son intérêt, c'est d'avoir le plus d'utilisateurs pour sa plateforme et ce n'est pas forcément de révéler les risques potentiels. Donc, on ne peut pas faire confiance aux projets, aux investisseurs ou aux communautés pour révéler ces risques.
il faut que l'évaluation des risques soit externe, soit par des systèmes de notation comme Jimmy, soit par le marché, comme les prediction market. Et oui. J'ai encore une dernière question, mais je vais laisser je vais laisser le micro à quelqu'un d'autre. Il y a Alexandré qui a une question justement dans le chat. Avez-vous des informations concernant l'AMF? Ça pourrait aider à convaincre le public de se lancer au crypto. Alors, moi, je vais répondre pour AV. On a rencontré plusieurs fois l'AMF, mais en fait, on n'est pas une entreprise française, puisqu'on est basé à Londres et en Suisse. Notre équipe technique est en Suisse, notre équipe opérationnelle est à Londres. Donc, on n'a pas forcément de rapport direct avec l'AMF, mais l'AMF, effectivement, est très intéressée par la DeFi, rencontre volontiers quand on leur demande les acteurs de l'écosystème, surtout les acteurs français. Mais je ne pense pas que ce soit le rôle de l'AMF directement. En fait, l'AMF, elle a plutôt, l'autorité des marchés financiers, elle a plutôt un rôle d'avoir une blacklist plutôt qu'une whitelist. C'est-à-dire que ce n'est pas leur métier de dire « Ah, ce projet est vachement bien, mettez vos sous dedans ». Leur métier, c'est plutôt de dire « Ah non, ce projet est vraiment pas bien, ne mettez pas votre argent là-dedans ». Et ce n'est pas du tout la même chose. Et je ne pense pas que ce serait franchir une ligne pour l'AMF de faire de la promotion de projet, enfin, sauf si j'ai mal compris la question. Mais pourtant, la certification AMF pour les ventes de tokens, c'est bien exactement ce que l'AMF fait. C'est de vérifier que tes projets répondent à certains critères. Oui, mais ça, c'est pour l'instant, c'est plus… Voilà. Non, ce n'est pas vraiment de la compliance dans le sens où cette certification n'est pas obligatoire. Donc, on n'est pas sur de la compliance. On est plus sur, j'aurais envie de dire, presque un curated registry avec l'AMF comme seul arbitre de ce qui rentre dans ce registre ou pas. Et bien que ça puisse être intéressant, pour l'instant, il n'y a eu qu'un seul projet qui a eu ce label AMF. Donc, ce n'est pas forcément attractif pour les projets. Surtout que ce n'est pas obligatoire. Donc, à un certain moment, ça donne un tampon, mais on ne sait pas ce que vaut le tampon. Mais à côté de ça, en fait, la discussion que j'ai eue avec eux aussi, là, on est entre nous. Grosso modo, le feedback, c'était votre marché est trop petit. Tant que vous ne faites pas quelque chose où vous êtes en train d'arnaquer les gens, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, c'est assez spécial, en fait, comme position. C'est pas nécessairement… Enfin, ça les intéresse, mais en même temps, c'est pas leur gros focus. Ce qui va un peu tirer la sonnette d'alarme auprès d'eux, c'est au moment où il y a des Ponzi qui sont lancés, au moment où il y a des choses un peu pas très claires qui sont lancées. Là, ça commence à être un peu… ça commence à être un peu dangereux. C'est des choses qu'ils n'aiment pas, que personne n'aime. Oui, leur position, c'est faites ce que vous voulez, mais si vous faites quelque chose qui ne nous plaise pas, on viendra vous chercher quand même. Exactement. Bon, je voulais pas le dire comme ça, mais bon. C'est quand même assez drastique. Il y a un rapport de l'ADAN, l'Association des actifs numériques, avec des gens qui s'y connaissent beaucoup mieux que nous, qui expliquent que les conditions pour certains, pour le passeport de l'AMF, dont j'ai oublié le nom, sont encore beaucoup trop strictes par rapport aux moyens de ces startups. On va leur demander presque d'avoir un département compliance, une startup qui est composée de 2 développeurs ou des choses comme ça. C'est encore trop loin de la réalité pour être vraiment utilisé largement. Et aussi, je pense qu'il faut rester humble. C'est-à-dire, AV, aujourd'hui, c'est 50 millions de dollars de taille de marché. Et on est le 2e acteur du lending dans la DeFi. Le plus grand acteur, c'est Compound, qui a 120 millions de dollars, si je ne dis pas de bêtises, à 10 millions près. Et la taille totale du marché est aux alentours de 800 millions de dollars. Alors, ça a l'air d'être des gros chiffres comme ça, mais par rapport aux dossiers qui sont régulièrement traités par l'AMF, c'est vraiment rien du tout. Donc, je peux comprendre qu'on ne soit pas un dossier ultra prioritaire. Et je pense que l'idée de pas mal de ces projets de DeFi, c'est qu'au début, ils ne peuvent pas être complètement DeFi. Enfin, ils peuvent, mais sinon, on se retrouve comme Augur qui prend un temps très, très élevé avant d'arriver sur un mainnet. Donc, au début, ces projets ne sont pas complètement DeFi. Et donc, au début, ces projets sont régulables. Mais en grandissant, il y a une décentralisation progressive qui, normalement, devra aboutir
à ce qu'au moment où les régulateurs s'intéressent à ces projets devraient être unstoppable, impossible d'arrêter par les acteurs centralisés et les États-nations. Donc l'objectif, c'est d'arriver à se décentraliser avant que ces acteurs s'y intéressent trop. C'est la course. Moi, je suis complètement d'accord avec cette vision. D'ailleurs, c'est complètement la vision d'Aave, puisqu'on veut être un protocole décentralisé, permissionless et ne plus avoir de contrôle. Aujourd'hui, on a des ennemis qui, on ne le cache pas, on se considère toujours en early phase, en phase de lancement du protocole, mais il y a une vraie volonté et un vrai plan d'aller vers de la gouvernance des land token holders et qu'on n'ait plus de bouton stop et plus de possibilité de stopper le protocole de manière centralisée. Et je pense que c'est extrêmement important puisque ça fait partie des valeurs fondamentales de la DeFi. Alors, je vais poser une dernière question, sauf si quelqu'un veut se lancer. La dernière question que je posais, c'était par rapport au fait que comment démarrer dans le DeFi. Et donc, il était, je ne sais plus exactement lequel d'entre vous disait ça, mais qu'il fallait être quelque part avoir une expertise en code. Je pense que Marc et Clément, vous le disiez tous les deux au moins. Est-ce que le DeFi, c'est pas aussi du Lego et donc d'assembler des composants qui existent déjà et qu'aujourd'hui, en fait, il manquerait d'outils un peu plus high level, WYSIWYG, comme je disais, what you see is what you get, pour permettre justement à l'utilisateur lambda de faire la composition de ses services de finance. Alors, au niveau du code, on est quand même dans un domaine technologique. Donc, 0 ligne de code, ça va être compliqué de monter quelque chose. Mais par exemple, aujourd'hui, et c'est vraiment cette composabilité, c'est construire sur les protocoles qui existent déjà. Tu as des trucs et des projets qui sont bien et qui ont pas mal de traction. Je pense notamment à Pool Together, qui en fait prend du CDAI, donc du stablecoin DAI qui est déposé sur Compound, le met dans un grand pot qui est un smart contract, qui est une pool, et sélectionne de manière plus ou moins centralisée un gagnant et lui donne les intérêts qui sont perçus. C'est ce que la No Loss Lottery, ça a eu pas mal de succès, et je crois qu'ils ont $1 million. Et ça, d'un point de vue technique, il n'y a pas besoin d'être un grand développeur pour le faire. Et il y a de plus en plus d'opportunités comme ça qui arrivent. Donc, du zéro code, je ne pense pas, mais dès aujourd'hui, il y a des gros projets qui reposent sur très peu de code. Alors, je vais donner un contre-exemple, en fait, qui est la PyDAO, qui est pratiquement, en fait, du zéro code. En fait, c'est juste on assemble des choses. Alors, moi, personnellement, je suis curieux, je regarde, je veux voir où ça va aller, mais en fait, là, c'est de la proposition, en fait, c'est de la structuration de produits financiers, si on veut. Donc là, on arrive à quelque chose qui se rapproche du zéro code, mais j'ai du mal, si on commence à proposer des produits structurés, on va dire ça comme ça, j'ai un peu de mal, en fait, à voir où ça va aller. C'est surtout ça. On est encore dans une phase où on a besoin de mettre la main à la pâte et de faire son propre code de façon à offrir quelque chose de spécifique. Le moment où on commencera, en fait, à avoir plein de produits standards et en les mélangeant, on arrive à créer quelque chose de nouveau et d'intéressant pour le marché. Je pense que ça arrivera peut-être dans quelques années, mais j'ai du mal un peu à voir ça là maintenant. Alors, on a une question. C'est quels sont nos objectifs en termes de marketing pour cibler des particuliers, nouer des partenariats avec des acteurs traditionnels ou rester dans le microscope de la crypto et croître au max à l'intérieur de ça? Est-ce qu'on a plus politique de croissance externe ou plutôt interne à l'écosystème? Moi, je vais répondre très rapidement sur Aave. Aujourd'hui, un protocole de lending, un protocole de finance décentralisée, c'est autour de 2 types d'acteurs et 2 types d'audiences qui sont complètement différentes. Il y a une audience qui possède déjà des cryptos, qui va déposer ses actifs en collatéral et utiliser les stablecoins la plupart du temps pour emprunter des fonds
et ouvrir des positions qui sont en fait du trading, du leverage long ou du leverage short pour parier à la hausse ou à la baisse sur certains actifs. Et en fait, ça, c'est des utilisateurs DeFi qui sont avancés et qui en plus ont une appétence au risque et sont des utilisateurs avancés. Il y a un deuxième type d'utilisateur qui est beaucoup plus large. C'est des gens qui ont peut-être juste des euros et qui se disent gagner 4, 6, 8% sur du DAI sur une année, c'est plutôt attractif parce que mon livret A, il me rapporte 0,5%. Et je sais que c'est plus risqué, mais je suis prêt à prendre le risque pour avoir 4 fois plus de revenus. Et du coup, je vais aller sur Kraken ou je vais aller sur CoinHouse ou sur n'importe quelle plateforme. Je vais échanger mes euros contre du DAI, puisque c'est du dollar, ça ne va pas trop monter, pas trop descendre par rapport à mes euros, et le déposer sur la plateforme. Et en fait, cette audience-là, c'est vraiment l'audience où on peut élargir au maximum, aller chercher d'autres marchés, faire entrer les gens dans la DeFi par ce biais-là. L'audience des traders, c'est quelque chose où on mise plutôt sur les gens qui sont déjà bien impliqués dans l'écosystème parce qu'on pense que le niveau technique requis pour être ce type d'acteur est trop élevé pour le grand public aujourd'hui. Et c'est une réalité. Et si je parle du point de vue de Consensus, la stratégie de Consensus, comme il pense qu'il y a assez d'acteurs déjà pour développer à l'intérieur de l'écosystème crypto, Codify vise un peu plus à faire du B2B et à amener la DeFi vers des acteurs un peu plus institutionnels, peut-être amener des security tokens, real estate, etc., vers des protocoles DeFi, amener la data de la DeFi par des API publics pour qu'elle puisse être utilisée ensuite par des acteurs bancaires un peu plus traditionnels. Donc, voilà, c'est une façon de voir un placement différent de ces produits. Bon, je pense qu'on a dépassé l'heure. Est-ce qu'il y aurait une dernière question peut-être du public ? Alors, est-ce que quelqu'un sait comment faire un live stream d'un Zoom sur Twitch sans qu'il y ait beaucoup d'écart? Est-ce qu'il faut quel spec il faut sur sa machine pour aider DeFi France la prochaine fois? C'est la grande question. Je pense qu'on continuera sur le live. Bon, je sais pas pour vous, moi j'ai déjà reçu ma pizza. Bah, c'est le temps de. Effectivement, Voilà, Jitsi, bien c'est vachement bien et c'est open source et c'est français. Exactement. Ça vaut le coup, ça vaut le coup d'essayer pour la prochaine fois. Bon, bah, merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. Et puis, Merci à à tous. Merci à vous, les gars. Merci à vous. Merci Merci, au beaucoup. revoir. Ciao. Ciao, ciao. Bonne pizza. Merci.